Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette seconde rencontre professionnelle qu'on accueille aujourd'hui à la Maison des associations de Rennes. On accueille depuis vendredi à Travelling la réalisatrice suédoise Nikki Lindroth van Baar, qui vient accompagner ses courts-métrages de stop motion. Et aujourd'hui, elle va nous présenter son prochain projet intitulé The Rose, qui est également un court-métrage fait en stop motion. Elle est accompagnée pour ça de sa productrice, Clara Marquard, de la société Les Valseurs, de Mathieu Courtois, qui représente le studio d'animation Personne n'est parfait, studio d'animation rennais, au sein duquel un segment de The Rose va être tourné au mois de mars. Et la discussion est animée par Nicolas Thévenin de la revue Réplique et par Jeanne Fromer de l'AFCA. Et je remercie aussi Sophie Jouffreau qui va traduire la rencontre. Avant de leur laisser la parole, j'en profite pour vous dire qu'on accueillera demain, ici même, à la même heure, une étude de cas autour d'un film documentaire qui s'intitule Transmémoria de Victoria Verso. Et les deux productrices du film, Malene Hubert et Mathilde Racimov, seront présentes pour parler de la mise en production de ce film. Voilà, je vous souhaite une très bonne rencontre. Merci Violette. Bonjour à toutes et tous. Donc en effet, je suis Jeanne Fromer, je suis coordinatrice éditoriale du Festival national du film d'animation qui aura lieu la prochaine édition fin avril, donc du 22 au 27 avril à Rennes. Donc oui, je fais un petit peu de pub en passant. Et je remercie chaleureusement Travelling d'avoir proposé à l'AFCA de co-modérer cet échange parce que nous aussi, dans le cadre du festival, on porte une attention toute particulière à l'animation en stop motion. Et avec Film en Bretagne, qui est notre partenaire, on essaie justement de s'ouvrir aussi à des projets européens. Donc ça avait beaucoup de sens qu'on soit ici aujourd'hui pour co-animer cette rencontre. Après avoir parcouru, alors je ne sais pas si vous avez pu assister, mais il y avait une masterclass, donc Nicolas a animé vendredi autour de l'œuvre de Nikki et puis une projection de ses courts-métrages. Donc après avoir reparcouru un peu comme ça son parcours, on va pouvoir rentrer un peu dans le pratique et dans un film donc, qui est en cours de production. Donc on va pouvoir un peu découvrir l'envers du décor et découvrir ce projet qui est vraiment dans la lignée du travail de Nikki, de ses précédents courts-métrages, mais elle va nous en dire plus. Et peut-être pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais laisser Nicolas faire un petit compte-rendu de la masterclass pour celles et ceux qui peut-être n'étaient pas là vendredi. Oui, merci Jeanne, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais en rajouter une petite couche sur les présentations, mais néanmoins Violette l'a fait pour moi. Donc je suis Nicolas Thévenin, je dirige la revue de cinéma Réplique, qui est une revue consacrée aux entretiens de longue, voire de très longue haleine autour du cinéma, avec majoritairement des cinéastes, mais aussi des producteurs, des diffuseurs, des chefs opérateurs, scénaristes, etc., etc. Tous les corps de métier, et bien évidemment, tous ces termes sont également à féminiser aussi. Nous sommes partenaires du festival Travelling depuis 10 ans, en fait, la 10e année de notre collaboration. Et pendant 10 ans, nous avons eu le plaisir de converser avec des cinéastes venus alors, de Suède cette année, mais auparavant de République tchèque, du Liban, de Corée, de Taïwan, etc., etc. Et c'est un plaisir toujours renouvelé. Effectivement, comme tu le disais, Jeanne, j'avais le plaisir d'accompagner Nikki, ainsi que ses films cette année. Ce fut un grand bonheur de les voir préalablement, ces films, ces courts-métrages sur petit écran, de les redécouvrir sur grand écran, et j'espère que effectivement beaucoup d'entre vous ont eu ce plaisir également. 4 courts-métrages étaient présentés dans l'ordre chronologique de leur réalisation, c'est-à-dire Tord and Tord, Bass House, The Burden et Something to Remember. Alors faire la synthèse de votre travail ne va pas être chose aisée, surtout que vous êtes assise à côté de moi, donc vous pouvez me corriger. Mais ce qu'il m'a semblé quand même, en vous écoutant depuis vendredi, en vous accompagnant avec le public et en essayant de faire une sorte de médiation entre les films, vous et les spectateurs, ce qu'il m'a semblé, c'est que ce qui impulse votre créativité, c'est le goût très fort que vous avez prioritairement pour la fabrication manuelle, ce que vous appelez même un artisanat, pour le fait de construire des petits mondes, des petits univers au sein desquels ensuite vous allez faire évoluer des personnages.
à ce goût de la fabrication manuelle s'ajoute un goût pour la narration, le récit, le storytelling. Vous évoquez des trajectoires de personnages, des trajectoires singulières de personnages qui sont souvent animés par une certaine mélancolie ou par un désir d'entrer en contact avec l'autre qui va s'avérer plutôt difficile. Et en cela, les personnages que vous mettez en scène sont à la fois très spécifiquement suédois, mais plus largement humains. Vos personnages, c'est vous, c'est moi, c'est un peu de nous tous, me semble-t-il, avec la part d'humanité, la part de sensibilité que nous avons chacun et chacune. Des personnages très humains, des personnages qui nous représentent, mais qui paradoxalement sont mis en scène par l'intermédiaire d'animaux. Alors rassurez-vous, ce ne sont pas des animaux empaillés, mais ce sont des animaux créés de toutes pièces par vos mains et celles de vos collaborateurs. Des animaux qui sont grands peut-être, je ne sais pas, comme une main ou comme un avant-bras, mais ça on va y revenir un petit peu en détail. Ces animaux, dans vos premiers films, c'était des animaux qu'on voit souvent anthropomorphisés, renards, lapins, etc. Puis plus vos films ont évolué, plus les animaux mis en scène ont été inattendus, jusqu'à devenir ce qu'on considère comme des animaux de laboratoire ou des parasites, dans votre dernier film « Something to Remember ». Donc vos films sont, si on agglomère le regard un peu désabusé sur le monde, tout en étant optimiste, et le recours aux animaux, en quelque sorte, des fables modernes. C'est ainsi que vous vous plaisez à appeler vous-même vos films qui sont marqués par les influences notamment de Lars von Trier, de Michael Haneke, de Jessica Hausner et de quelques autres, soit des cinéastes pas toujours très drôles. Quoique. Et je dirais en définitive, mais ça c'est une hypothèse que je faisais hier soir auprès de vous, que vos films sont traversés par une sorte de surréalisme, et c'est le cas également de certains des films de vos compatriotes. J'en veux pour preuve les courts-métrages de Johannes Nilsson et Ola Simonsen, qui étaient présents également jusqu'à ce matin, qui sont marqués par un esprit suédois. Alors il est difficile à caractériser cet esprit suédois, mais c'est une sorte de doux surréalisme assez fascinant. Voilà la petite synthèse que je pouvais faire de votre travail. Il y aurait énormément d'autres éléments à ajouter, à commencer par le goût que vous pouvez avoir pour la musique, pour les chansons, et le fait que certains de vos courts-métrages soient totalement ou partiellement assimilables à des comédies musicales. Voilà, je m'arrête, je ne veux pas dévorer tout le temps que nous avons. Si vous n'avez jamais vu les films de Niki, par un moyen ou par un autre, vous devez absolument les découvrir. Merci Nicolas. Et peut-être, pour que Sophie puisse faire une petite pause, on va aussi donner la parole du coup aux producteurs qui sont là, enfin producteurs, productrices d'ailleurs, et commencer par cet aspect-là, parce que donc The Rose, c'est un projet qui est une coproduction entre 3 pays, ce qui n'est pas peu commun sur le cinéma d'animation, mais peut-être que Clara, tu peux commencer par nous dire un petit peu, déjà présenter les valseurs pour qui tu travailles, et puis un peu comment ce projet s'est construit, cette coproduction. Et ensuite, Mathieu aussi pourra nous dire un mot sur cette collaboration entre vos 2 studios. Donc bonjour, donc je m'appelle Clara Marcard. Donc moi je suis productrice donc chez les Valseurs, comme disait Jeanne. Donc il y a une société de production basée à Paris et à Bordeaux. Nous on fait à la fois de l'animation et de la prise de vue réelle. Donc ça fait 10 ans qu'on produit des films. En animation, on a fait beaucoup de courts-métrages avec des techniques diverses et variées. On avait déjà fait de la stop-motion avec du sable, de la stop-motion sur sable. Donc voilà, on aime bien toucher un peu à tout. Récemment, on a produit notre premier long-métrage d'animation qui s'appelle Le Grand Noël des Animaux, et on a sorti une série qui s'appelle Samuel, que vous avez peut-être vu sur Arte. Et voilà, et du coup, c'est la première collaboration avec Niki. Moi, je connaissais déjà son travail. Et comment s'est montée cette copro ? En fait, on s'est rencontrés par le biais du vendeur international de Niki, New Europe Film Sales, que nous, on connaissait, avec qui on avait déjà travaillé.
Et en fait, pour ce court-métrage, qui était à la base déjà qui était une coproduction suédoise seulement, le coproducteur de Nikki cherchait d'autres pays parce qu'il sentait que c'était un film plus ambitieux que les précédents, qui allait coûter plus cher. Et c'est donc le vendeur international qui nous a mis en relation. Et voilà, et ensuite les Danois sont arrivés, donc maintenant on est 3 pays. Et je pourrais entrer ensuite un peu plus dans le détail de ce que représente une coproduction, pourquoi coproduire, et ce que peut apporter aussi la France en tant que pays coproducteur. Clara, juste une petite question additionnelle, vous en avez déjà un petit peu parlé. Quelle serait la ligne éditoriale des Valseurs, ou autrement formulée, qu'est-ce qui vous incite à vous engager dans un projet ? Je ne sais pas si on a vraiment une ligne thématique, par exemple, et on fait des choses vraiment très différentes. Comme je disais, on fait de la fiction, du documentaire, de l'animation. Je dirais on se fait plutôt embarquer par des auteurs et des univers. Et là, en l'occurrence, avec Nikki, il y avait une vraie évidence d'un univers qui nous fascinait, et c'est un peu le cas pour tous nos réalisateurs, réalisatrices. Voilà, je sais pas, on fait du cinéma d'auteur et on se laisse convaincre et embarquer par un peu. Enfin, je sais pas, il y a pas de thématique. On fait un peu de tout. Enfin, on fait pas un genre spécifique. C'est à la fois de l'ordre de l'intuition et de l'évidence, quoi. Voilà, on va dire ça. Mathieu, pareil, la parole vous est donnée pour que vous présentiez donc le studio dont il a déjà été question. Personne n'est parfait. Peut-être nous présenter un petit peu le studio, dire déjà ce que c'est qu'un studio d'animation, en fait, comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi ça existe et qu'est-ce qui s'y passe. Bien sûr. Bonjour, donc moi je suis Mathieu Courtois, je dirige le studio Personne n'est parfait à Rennes, qui est la société sœur de Vivement Lundi, qui est une société de production. Donc le studio fabrique les films de Vivement Lundi, mais aussi fabrique les films de tous ceux qui veulent bien travailler avec nous, en France ou à l'international. Et donc nous, à Rennes, on est spécialisé en stop motion et en 2D. Donc faut imaginer, alors Rennes c'est vraiment une terre de stop motion, ça fait plus de 20 ans qu'il y a de la stop mo à Rennes, c'est assez historique, il y a 2 sociétés et c'est pour ça qu'on a réussi à créer un vivier, c'est qu'il y a 2 sociétés à Rennes qui font de l'animation stop motion, ce qui permet que, vous le savez, les artistes sont des intermittents du spectacle, donc grâce à ces 2 structures, ils passent de l'une à l'autre, ce qui permet de trouver du travail plus fréquemment que sur une autre technique, parce que c'est très long la stop mo. Donc, juste en préambule, par contre, alors c'est peut-être une évidence pour tout le monde, mais peut-être pas. La stop mo. La stop mo, c'est quoi pour les béotiens? La stop mo, c'est le mot raccourci. Comment la définir? définir? Mais la stop motion, c'est l'animation de marionnettes ou d'éléments physiques réels, parce que ça peut être du sable aussi, devant une caméra. Alors on dit caméra, mais en vrai c'est plus un appareil photo aujourd'hui. Mais on dit caméra, ça fait plus cinéma. Mais donc voilà. Et donc nous, notre spécificité, ce sont les marionnettes. Donc on fabrique nos marionnettes qu'on met sur un plateau de tournage, donc devant une caméra, et qu'on anime image par image. Donc très schématiquement, on fait 12 images pour faire 1 seconde de film. Donc je prends une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça, une photo comme ça. Quand je mets lecture, j'ai mon bras qui bouge. Voilà. Et donc, en termes d'espace pour décrire, c'est comme du live action, c'est comme de la prise de vue réelle, sauf que nos comédiens, ils font 25 cm. Donc, vous imaginez tout pareil, mais en plus petit. Quand on doit construire une rue, elle est en plus petit. Quand on doit construire... là, on vient de finir un film qui se passe à Tchernobyl. Voilà, on a reconstruit des bouts de Tchernobyl, mais en plus petit. Je pense que ça devient beaucoup plus éclairant immédiatement. Est-ce qu'on pourrait entrer, Clara et Mathieu, pour rester peut-être dans un premier temps avec vous, sur la manière dont la collaboration s'est mise en place véritablement. Jeanne le précisait d'entrée, en fait, c'est une collaboration entre 3 pays, c'est assez peu commun finalement pour l'animation. Comment est-ce que tout ça s'est mêlé et a évolué ? Ouais, et peut-être juste pour préciser, parce que c'était une évidence, je pense que c'est une évidence pour nous, mais du coup la relation déjà entre les Valseurs et le studio,
Parce qu'en plus, personne n'est parfait, vous êtes aussi producteur, là vous n'êtes pas producteur. Donc nous, en fait, les valseurs, les producteurs français, on va centraliser un peu tous les travaux en France, qu'ensuite, nous, on va répartir entre différents studios selon les financements qu'on aura. Donc là, en l'occurrence, le film est financé, on a reçu un soutien de la région Bretagne, on a des soutiens d'autres régions. Donc ensuite, c'est à nous, producteurs, d'organiser un peu toute la production du film en France, de trouver les partenaires avec qui on a envie de travailler. Donc voilà, ça c'est plus pour la question logistique de comment se déroule en France la production d'un film d'animation. Et sinon, c'était quoi la question en fait? Comment les choses se sont mêlées justement, se sont enclenchées, organisées, et notamment du fait du caractère tripartite Donc nous, quand on est arrivé sur le film, Niki, elle avait déjà un scénario bien avancé. Donc il y avait déjà des éléments graphiques. Enfin, je pense que le développement du film était déjà assez avancé. Et Niki a coécrit le film avec une scénariste qui s'appelle Jen Silverman. Donc nous, on est arrivé quand même assez en amont. Il y a eu quand même un temps de développement où on a un peu retravaillé le scénario ensemble. Nous, on a fait des retours. C'est aussi notre travail de producteur de pouvoir participer dès l'écriture au projet, même si là, le film était déjà bien avancé, il y avait une base déjà très solide. Donc une fois qu'on a fait ça, nous, notre mission, c'est d'essayer de trouver des financements en France. Il y a beaucoup de possibilités en France pour le court-métrage. Je pense que c'est vraiment une exception dans le monde, parce qu'on a le CNC, les régions et des chaînes de télévision qui soutiennent le court-métrage. Donc la France est un pays quand même assez attractif pour la coproduction, en général pour le court, pour le long, mais surtout pour le court, c'est assez rare comparé à d'autres pays. Et voilà, ça prend 2 ans entre le début de la collaboration, l'écriture et mener à terme le financement du film. Voilà, là on arrive au bout, mais c'est vrai que c'est une assez longue étape. Et tout ça, on appelle ça le développement. Après, ça n'empêche pas qu'on avance, on fait des tests, on reprend le scénario, on l'a réécrit jusqu'à très tard. Ensuite, on fait l'animatique. On va vous montrer un bout. C'est vraiment la préparation de ce que va être le film, avec des dessins qui vont vraiment poser les intentions, le minutage. Mais c'est vrai que là, il y a une nouvelle phase d'écriture, parce qu'on se rend compte de choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Donc voilà, là on est en fin de développement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ensuite il y a le Danemark aussi qui nous a rejoints dans un second temps, je ne sais plus exactement quand, mais pareil, je crois que ça faisait sens, c'est pas du tout passé par nous, ça s'est passé par le producteur suédois. Et je pense qu'ils avaient déjà des relations, et je pense qu'il y a une évidence aussi à travailler entre la Suède et le Danemark. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit on a monté cette coproduction tripartite pour ce film, qui est un film quand même très ambitieux. Je pense que c'est le film le plus ambitieux de Niki. Il y a beaucoup de décors, beaucoup de personnages. Il est assez long, 15 minutes en stop motion, c'est très long. Donc voilà, d'où la nécessité de regrouper un peu les forces de 3 pays et pouvoir apporter le plus de soutien financier possible. Il en a été question, je t'en prie. Oui, est-ce que pour avoir un ordre d'idée, tu pourrais nous donner le budget d'un film de ce type-là? Ah non, c'est pas obligé de rentrer dans les détails. Mais... Je pense que celui-là, il est quand même plus cher que... là, on est autour de 400 000 euros, quelque chose comme ça. Je sais pas, Mathieu. Si, ça m'étonne pas. On va peut-être... Fourchette très haute du court-métrage d'animation. Oui, moi c'est le... Sur ces tarifs-là, normalement. C'est le film, je crois que c'est le court le plus cher sur lequel j'ai travaillé. Et on sera peut-être un peu au-dessus, on attend encore des réponses, mais oui, c'est très cher pour un cours. Un cours d'animation, c'est plus autour de, on va dire la moyenne est plus autour de 200 000 euros. Donc là, on est vraiment... C'est aussi le plaisir de la stop motion. Ça coûte cher. Parce qu'en fait, c'est cher parce que c'est... I mean, it's not too much for a stop motion film, actually. It's like... just how it goes, I would say. Ouais, c'est vraiment pas trop pour du cinéma stop motion, c'est les prix normaux. Vous voyez, les producteurs n'ont pas le même discours. Il
Yeah, to explain why. Putain, je parle en anglais, pardon. Pour expliquer pourquoi c'est aussi cher, en fait, c'est le temps de travail, c'est ce qu'expliquait Mathieu tout à l'heure avec les 12 images par seconde. C'est que, en fait, du coup, on doit mobiliser des gens sur des durées très, très, très longues. Et ouais, c'est ce qui fait que ça coûte aussi cher. Est-ce que la question aussi des matériaux enfin, il y a un coût de fabrication aussi des marionnettes, des décors qui est peut-être plus élevé aussi que sur l'animation. Sur ce projet, on va le voir, c'est que c'est pas un film où on suit 3-4 personnages pendant 15 minutes. Vous allez le voir, c'est des tableaux. Et donc, chaque tableau a ses personnages. C'est même pas son personnage, c'est ses personnages. Donc, il va falloir construire. Enfin, j'ai pas compté, peut-être vous avez une liste, mais il y en a beaucoup des marionnettes à faire et beaucoup de décors. How many? I think it's like, it must be around 20-25 at least, yeah. Ouais, autour de 20-25 personnages. I don't dare to do the counting either. J'ose pas compter. Le studio Personne n'est parfait va donc accueillir une partie du tournage. Comment se fait également la répartition entre les différents studios qui vont accueillir le tournage? Quand c'est calé? Où en est le tournage précisément? Enfin, où en est le film dans sa matérialité, on va dire, dans sa fabrication aujourd'hui? Là, on va entrer en production. Donc, on est vraiment en train de finir les décors, la fabrication des marionnettes. Sur la répartition des travaux... là, en l'occurrence, c'était vraiment voir quels étaient les moyens dans chaque pays, combien on avait de budget dans chaque pays, pour voir combien on pouvait fabriquer dans chaque pays, et ensuite répartir selon les disponibilités, la place, les talents sur place. Il y a aussi tout un enjeu de transport des décors, parce que les décors sont tous fabriqués en Suède. Donc voilà, il faut les faire voyager, donc penser quel est le décor le plus simple à faire venir ici. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles sur la répartition, non. Non, mais ce qui est bien dans ce film, c'est comme ce sont des des tableaux, pardon, c'est plus facile à splitter, à partager le tournage entre différents lieux, puisqu'il y aura l'homogénéité va se créer de toute façon, vu que c'est dans des lieux différents. Mais voilà, nous c'est la première fois qu'on se voit, on s'est rencontrés pour la première fois en vrai vendredi. Et ce matin, elle est venue visiter le studio, donc elle a vu l'environnement. Elle se dit, finalement, il y a une autre scène qui est plus grande. Comme votre studio, il est grand, peut-être qu'on peut changer. Voilà, ça va aussi peut-être un peu évoluer. Donc il y a des choses théoriques, évidemment, sur l'animatique. Puis après, quand on voit en vrai le studio, on se dit, peut-être on peut réfléchir de manière plus efficace sur le tournage. Il y a une question qui pourrait être une question de conclusion, mais que j'ai envie de poser d'ores et déjà. Vous nous avez expliqué le caractère un peu hors norme du film, en termes de budget, en termes de répartition géographique de la fabrication, etc. C'est quand même vraiment un projet très singulier. Est-ce que d'ores et déjà la réflexion est menée quant à la diffusion de films, sa visibilité, son existence? C'est un court-métrage animé, c'est un objet a priori difficile à montrer, sauf en festival, etc. Mais est-ce que la réflexion sur ce point-là précisément est déjà entamée ou pas du tout, et ce n'est pas de votre ressort? Si, c'est des questions qu'on intègre dès le développement. Après, si, par exemple, là, on est en train de réfléchir au casting du film. Je pense que c'est quelque chose... C'est à la fois, on cherche on va travailler surtout avec des comédiens professionnels. Donc je pense que ça va beaucoup apporter au film. Et je pense que derrière, ça peut avoir une portée pour la diffusion aussi. Le fait que ce soit une coproduction aussi, je pense, amène peut-être quelque chose de plus international au film. Mais là, ce sera peut-être à Niki de nous dire, parce que c'est sa première coproduction sur un court-métrage. Mais en tout cas, nous, quand on travaillait sur l'écriture et sur tout le développement, c'est vrai qu'on se disait, OK, comment ça peut parler à un public large, à un public international, même si je pense que c'était déjà le cas des films de Niki avant, en fait. Mais oui, en tout cas, c'est des questions qu'on se pose dès l'écriture. Juste si je peux rajouter, sur le court-métrage, on est vraiment sur... de cette cible-là, c'est-à-dire cible adulte, des films pour adultes,
On a de la chance en France, on a des chaînes, comme tu disais, qui investissent dans le court-métrage. Donc il y a déjà cette fenêtre. Après, il ne faut pas se cacher, c'est surtout les festivals, évidemment. Mais il y a aussi un gros avantage à l'animation en général, c'est que l'animation n'a pas d'origine, elle est internationale de fait. Par son image, on sait quand un film de prise de vue réelle, il est français, il est allemand, il est suédois, on le voit. Il y a des codes, il y a des choses comme ça. En animation, il n'y en a pas, et c'est pour ça que c'est un des genres les plus exportés, en tout cas en France, c'est un des genres les plus exportés. Donc c'est ça aussi qui fait l'avantage, c'est qu'on ne pense pas que nous, quand on produit de l'animation, on ne pense jamais pour notre pays, on pense pour le monde entier, parce que de toute façon, le film de fait trouvera sa fenêtre sur le monde entier. Quand on fait pour le jeune public du court-métrage, c'est un petit peu plus facile parce qu'on a aussi cette spécificité en France de pouvoir sortir des programmes en salle qui marchent vraiment bien. Et c'est vraiment aussi une identité française. Donc voilà, mais en termes de films pour adultes, on a un peu beaucoup de pays comme terrain de jeu, quoi. Et en l'occurrence, ce film qui se déroule dans un aéroport, qui est un peu une zone neutre avec des personnages qui sont censés venir du monde entier, ça aide aussi. Peut-être. Alors, évidemment, à la fin, il y aura un temps d'échange, donc on pourra éventuellement revenir si vous avez des questions. Mais je me dis que peut-être on a envie d'en savoir un peu plus maintenant sur le projet lui-même, maintenant qu'on a parlé du contexte de production. Donc, Lara l'a dit, ça se passe dans un aéroport. Niki, tu disais vendredi que justement, souvent tu étais inspiré par des lieux. Et là, c'est donc un aéroport qui est au cœur de ce nouveau film. Est-ce que peut-être tu peux commencer par nous faire un petit pitch du film? Yes. I always find this movie a little bit hard to pitch. I always find my films hard to pitch, but it usually works out anyway. But I would say that it's, to do a very fast pitch, I would say that it's like, it's a very sort of dreamish, nightmarish kind of visit in a large international airport. And this airport also in some ways, what do you say, mirrors the limbo, or like the what do you say, the kingdom of death, like the Hades, like the Greek mythology. And I also read quite a lot in the Divine Comedy about like this different circuits of death, and I think limbo is a pretty interesting it's a pretty interesting circuit to enact in an airport. Sorry. C'est un film qui est un peu difficile à pitcher, c'est toujours le cas d'ailleurs avec mes films, mais je finis par y arriver. En bref, c'est une visite onirique, cauchemardesque d'un aéroport international. C'est un aéroport, un lieu qui incarne aussi, qui reflète les limbes, le royaume des morts. J'ai été beaucoup inspirée par la mythologie, notamment je pense aux différents cercles qui sont présents dans la Divine Comédie. Et oui, je pense que les limbes, le purgatoire, c'est un lieu qui me paraît intéressant à mettre en scène dans un aéroport. So there's basically different, we meet different characters in having their troubles in this airport. We also have a plane circling above that is not getting in contact with the tower. We have so it's a bit different layers. I think it's interesting, like this place, this airport being very like sort of non-personal. It's supposed to fit everyone, but it really suits no one. And there's this kind of looping feeling of a loop all the time, that everything just comes back. I think the limbo is described in the Divine Comedy as a place where the souls are just like, they don't feel particularly bad. It's just that they don't feel very good either. It's just like they're kind of
longing for something better, but they can't reach it. That sentence that story kind of just stayed with me. Donc on a différents personnages qui sont là avec leurs soucis personnels, qui se déplacent dans cet aéroport. On a aussi l'histoire d'un avion, les pilotes qui n'arrivent pas à rentrer en contact avec la tour de contrôle. Donc on a ces différentes couches et je trouve ça intéressant que ce lieu, donc cet aéroport qui est fondamentalement impersonnel, soit à la fois fait pour tout le monde, mais finalement fait pour personne. Personne ne s'y sente bien. Et c'est cette notion aussi de cycle, d'éternel retour, de répétition qu'on retrouve dans le purgatoire, ce lieu où les âmes se déplacent comme ça, tout en aspirant à autre chose, quelque chose qu'elles n'arrivent jamais à atteindre. So there are these like tiny, very absurd micro stories going on in this airport, which, they're quite absurd, quite dark, I would say. It's getting even more dark and a bit more harsh in this film than in my previous films. I also had a sort of personal experience from death and existence while writing the script. So I think that affected my script quite a lot. Like my dad passed away and as I sort of gave birth to a new child. So a lot of new ideas were sort of born while working on the script. So I think it's quite intuitive in a way. That's a very efficient elevator pitch, right? Et on a plein de micro-événements absurdes qui ont lieu dans cet aéroport. L'ensemble est assez sinistre. Ça le devient de plus en plus au fur et à mesure de l'avancement du film. Je pense que clairement c'est un peu plus dur, plus sombre que mes projets précédents. J'ai personnellement vécu une expérience de deuil pendant l'écriture du film. J'ai perdu mon père, j'ai aussi donné naissance à mon deuxième enfant et je pense que le caractère personnel de ces événements a fait que j'ai vraiment travaillé avec le cœur à l'intuition. Voilà, c'était un pitch très efficace finalement. Ces types de moments ont aussi cette fonction, je pense, d'avancer sur les pitchs et autres éléments de présentation du film. Moi, je voulais compléter la précédente question en rebondissant sur un élément que Jeanne donnait en introduction, sur l'idée que vous avez travaillé avec une autre personne pour l'écriture. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? La question, la voici. Vous avez travaillé avec une autre personne, avec une co-scénariste sur le film. Comment est-ce que ça s'est passé? Yes, so I've been actually, it's very strange because I've known Jan Silverman, who's a really great playwright, based in New York. And we've actually never met in person. We just got to know each other through like remote Zoom meetings. But we've been writing together for a long time, actually, with different projects. And she, go ahead. Oui, c'est assez étrange parce qu'en fait, ça fait longtemps que je connais Jan Silverman. C'est une célèbre dramaturge qui vit à New York, que je n'ai jamais rencontrée en chair et en os. On a travaillé longtemps ensemble sur différents projets. I think to me, it's very important to collaborate, at least during some part of the writing process. A few films I've written on my own, but then, for example, I collaborated with, for example, The Burden, I collaborated with Hans Appelqvist, the composer, and then the music became a big element in the film. So I really enjoy sort of taking in other ideas while working on my stories.
Oui, pour moi, c'est particulièrement, c'est crucial d'avoir cette possibilité de collaborer pendant certaines étapes de l'écriture. Par exemple, si on reprend The Burden, My Burden, j'ai travaillé avec Hans Appelqvist qui a fait la musique de tous mes films. La collaboration avec lui a fait que la musique a pris a eu ce rôle particulièrement important dans ce projet-là. Donc j'aime beaucoup intégrer les autres, le travail des autres à mes projets. But this script writing for The Rose has actually been a very long one, since both due to circumstances in life, but also due to, it's been taking quite a long time to financing it. Like, as we all know, like the film industry, like all over the world, is pretty slow, and it's not, it's not the best time maybe to work with culture in general. But so I've had quite a lot of time to rewrite and to I would say that the script has changed quite a lot for a few years, and also like and my sort of my personal experiences has affected the script quite a lot under that time. L'écriture de ce projet de Rose a été très longue. Alors en partie à cause des circonstances personnelles que j'ai déjà nommées, mais aussi du fait de la recherche de financement. L'industrie du cinéma, comme vous le savez, ne vit pas ses meilleurs jours actuellement. Donc il y a eu des réécritures nombreuses de ce projet. Le film a vraiment changé au cours du temps. Aussi, voilà, du fait de l'influence qu'ont eu mes expériences personnelles. I thought you would say something else. Oh no, that's kind of Peut-être qu'on pourrait entrer dans la matière du film. Et peut-être, donc maintenant qu'on a parlé un peu de l'écriture du scénario, rentrer dans comment est-ce qu'on construit un monde comme ça, de toutes pièces. Il y a toujours un soin très particulier qui est porté au décor dans les films de Niki, celui-ci encore particulièrement. Et peut-être qu'on va pouvoir voir un peu des images, et que Niki, tu peux nous parler un peu de comment est-ce que tu construis tous ces espaces. Est-ce que c'est sur des photos? Est-ce que c'est juste des dessins? Est-ce que tu imagines un monde parallèle avec plusieurs sources et matériaux? Yeah, it's actually the development of the characters and the sets are like, that's actually a quite big, and also the construction, that's a quite big part of the process, definitely. So like in the main part of my films, I've been working with set designer Niklas Nilsson. He's been working quite a lot with Roy Andersson before, as did I for a while. We also went to the same, we both studied prop making and set design many years ago. Alors oui, déjà, je dois dire que le développement des personnages, la création des personnages et des décors, ainsi que leur construction, ça constitue une grande partie du procédé de réalisation de mes films. Pour les décors, je travaille toujours avec Niklas Nilsson, qui a lui-même travaillé avec Roy Andersson, ce que j'ai fait aussi. Niklas Nilsson et moi avons étudié le métier d'accessoiriste au même moment. And I would also say that, like, my films always kind of start with a setting, an environment. So that's almost like the main character in my films, just as important as the actual characters. Mes films commencent toujours, naissent toujours à partir d'un lieu, de l'idée d'un lieu. On peut vraiment dire que c'est le personnage principal dans mes films. Yes, we do. We take a lot of photos or like document real places to be able to reconstruct them in the most, detailed way as possible.
And then also, of course, like deciding on which places in an airport that would be most interesting to visit. On prend énormément de photos avec Niklas pour pouvoir le reconstruire le plus réalistement, avec le plus de détails possible. On s'attache aussi à choisir quels endroits dans un aéroport vont être les plus intéressants à montrer. And then, I'm usually very hands-on also with the set build, but for this project we have a really amazing model builder in Gothenburg, Amanda Ågård, who is like a new colleague of mine, which is amazing. But so for this project, I always make the puppets myself, which is also the case for this film, except there's just so many puppets. Oui, alors je suis toujours assez impliquée dans la construction des décors. Pour cette fois-ci, nous travaillons avec la formidable Amanda Åborg, qui est une décoratrice installée à Göteborg, qui travaille donc spécifiquement sur ce projet. Les marionnettes, en revanche, je tiens à les faire moi-même. C'est quelque chose que je ne laisse pas à personne. Bon, voilà, sauf que cette fois-ci, il y en a énormément de marionnettes. Alors, histoire de prendre les choses dans l'ordre, puisque vous avez parlé des décors et des personnages, une image derrière nous, donc, vous parliez de l'importance accordée aux détails. Sauf erreur de ma part, il s'agit d'une tour de contrôle, puisqu'on est dans un aéroport. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur ce décor spécifiquement? Well, it's a control tower that is not sort of picking up from the well, they're not responding to the circling airplane that wants to land, because they're very like they're just so drawn to the final of a Bachelorette reality soap, so they don't have time for anything else. And it will be pigs sitting in this this setting. I'm also actually... Oh, sorry, go ahead. Donc ça, c'est une tour de contrôle. Donc le contact a été coupé avec les pilotes de l'avion parce que les personnes qui travaillent dans la tour de contrôle sont complètement absorbées dans le dernier épisode de Bachelorette. Et donc on aura ici des cochons qui travaillent. And wait, lost track. Yeah, well, I really want to work as analog and like work in front of the camera as much as possible, like as small amount of digital work as possible. So for this scene, I'm actually also making a huge, what do you say, like painting of the exterior, like in an old stage, old theater. Yeah, but that's kind of it. Okay. Oui, j'essaie de travailler de façon aussi analogue, low-tech que possible, avec le moins d'effets réalisés par ordinateur possible. Et donc là, et aussi je tiens à être vraiment derrière la caméra. Donc pour le décor qui va être derrière les fenêtres, par exemple, plutôt que d'avoir recours à un décor fait numériquement, je vais peindre un décor comme dans les anciennes, comme les anciens décors de théâtre. I think I do work quite a lot with sort of theatrical images. It's not so much movement in my pictures. It's quite a lot of sort of, what do you say, tableau images? Yeah. So I kind of like to see my scenes as some kind of, sometimes like a little bit of, you know, close to sort of an artwork, like a painting or something that I like to sort of compose the image very well and just like add details. And since like you will sort of be in that, you will be in that picture for quite a long time. The scenes are very long.
Ouais, en fait, je travaille beaucoup justement avec des plans fixes, des images qui sont vraiment semblables à des tableaux, comme on peut en voir au théâtre. Il n'y a pas tellement de mouvements, de caméra. Donc je prends plaisir vraiment à composer les images de manière détaillée, puisque je sais que le spectateur va y passer du temps. Et je pense que cette image est peut-être pas la plus représentative du niveau de détail, mais il faut se dire que par exemple, il y a une scène dans un It's duty a work in free. progress. Yes. This one. Yeah, it's- Ah oui, c'est aussi en cours, hein, c'est pas terminé. Voilà, et donc il faut s'imaginer que dans le duty free, chaque petit objet sur chaque rayon sera fabriqué à la main, chaque petit emballage de parfum, boîte de chocolat sera reproduit et fabriqué en miniature, et c'est ça le niveau de détail des films de Nikki, quoi. Et ça Là, il y a qui est un assez document préparatoire, me semble-t-il, bon, certes pour la tour de contrôle en haut et pour le duty free que vous êtes en train d'évoquer, et qui sera donc reproduit avec minutie. Yeah, I think we made like sort of 350 liquor bottles so far. Still a long way to go. Je crois que jusqu'à présent, on a réalisé 350 petites bouteilles d'alcool pour le duty free. Je crois qu'on a des exemples d'ailleurs de. Alors, petites, on va naviguer un petit petits peu dans les. Alors, est-ce que. Oui, ça doit être ce document. Alors ça, c'est les décors, ouais. Ça, c'est les recherches préparatoires. Et ensuite, on va naviguer un peu dans les images de toute façon. Tac. Alors, ça, on vient de le voir. J'avance dans les images telles qu'elles se présentent à nous, qui sont pas toujours nommées. Je voulais juste préciser en préambule, parmi ces images que vous nous avez transmises, il y a des photos des décors, des photos des créatures, des personnages en préparation, qui vont surgir devant vos yeux sans sommation, comme ça. Et en voyant certaines d'entre elles au déjeuner tout à l'heure, je vous ai dit quel cauchemar, et vous m'avez répondu merci. Donc voilà, je voulais vous prévenir aussi quand même. Yeah. Merci beaucoup. Voilà, je me permets d'avancer un petit peu dans le corpus d'images que nous avons, et n'hésitez pas, si vous désirez, vous arrêter This sur is a certaines crab. d'entre elles, Nikki. Ça, c'est un crabe. Oui, parce qu'on a parlé donc des décors, mais en effet, de la même manière que dans les précédents films de Nikki, les personnages sont donc des animaux. Donc chacun, pas forcément les animaux qu'on a le plus l'habitude de voir dans des films d'animation ou des films en stop motion, ce qui représente aussi des challenges, puisque vous parlez notamment de cette limace, par exemple dans le duty free, qui n'a pas de bras. Donc est-ce que peut-être vous pouvez nous parler du travail sur ces animaux et les défis que ça peut représenter aussi justement à la fabrication et à l'animation? Yeah, that will definitely be a challenge for the animator since the slug has no hands to show his products with. So yeah, they can solve that. Oui, c'est sûr que ce sera un défi pour l'animateur quand il faudra animer la limace, qui est donc une vendeuse au duty free, puisqu'il faudrait qu'elle montre différents produits et qu'elle n'a pas de bras. Yeah, well, I've been using animal characters instead of human characters for my entire career due to I just feel more comfortable doing that, and I think they kind of create a nice sort of silly filter, partly covering quite dark sort of stories, dark themes that I work with. So it just becomes sort of partly very dark and partly a bit, silly. Oui, j'ai travaillé avec donc des personnages sous forme animale toute ma carrière, parce que je me sens plus à l'aise avec ce filtre de mignonnerie qui vient s'apposer par-dessus des récits qui sont plutôt glauques et sinistres. And I've actually had a few like different themes for my different films of the choices of animal species. So in The Burden, it's animals that are very common in medical experiments, for example, and in Something to Remember, it's animal species that are considered to be pests that you're allowed to exterminate, sort of.
J'ai différents thèmes pour le choix des animaux dans mes différents films. Donc, par exemple, dans My Burden, c'est des animaux, des cobayes de laboratoire. Dans Something to Remember, c'est des animaux ravageurs, enfin considérés comme des nuisibles. For this film, for The Rose, I've actually chosen the theme of like actual animals that appears in fables from, is it called Aesopus? The very sort of, yeah. So there's quite, I actually I had a list of all animals appearing in this. It's like quite a large amount of fables. So I had quite a lot to work with or like to choose from. So there's but there's everything from like a sheep to a scorpion and a fly and a ferret. It's very, very different. Pour The Rose, ce projet, j'ai choisi de m'appuyer sur les animaux qui ont figuré dans les fables d'Ésope. Donc j'ai fait une liste avec tous les animaux qui apparaissent dans ces fables. Oui. J'ai fait une liste avec tous les animaux qui apparaissent dans ces fables. Il y en a toute une quantité, donc ce qui me laisse un choix assez large. Ça peut aller d'un mouton à une mouche en passant par un scorpion. Voilà. Vous comprenez que certaines de ces images préparatoires puissent générer une petite frayeur quand même. Vous nous avez présenté le film comme effectivement étant marqué par une certaine noirceur. Et là, ça se présente vraiment ainsi quand on voit ces images. Vous voyez, le mot de cauchemar que j'utilisais tout à l'heure, je ne sais pas si vous le ressentez de la même manière, mais il me semble approprié face à certaines de ces images des créatures assez cauchemardesques. Merci beaucoup. No, but actually, I do want, or at least, I'm not sure what I've been achieving, but I've at least tried to make the animals even more realistic, like with this kind of animal style that is not at all kind of, what do you say? It's not at all like adjusted for us to sort of find cute or anything. It's just like, it's the sort of animal at its most animalistic look, sort of. Oui, j'ai vraiment eu la volonté, je ne sais pas si j'ai réussi cependant, mais j'ai vraiment eu la volonté de rendre ces personnages animaux encore plus réalistes que jamais. Ils sont pas faits pour être trouvés mignons, ils sont faits pour être trouvés aussi animaux que possible. Alors là, on a une photo de fabrication, on va dire ça comme ça, qui s'apparente visiblement à une photo de tournage, donc le cadre est un petit peu plus large. L'attention n'est pas focalisée uniquement sur les décors ni sur les personnages, mais plus largement sur le dispositif, sur la machinerie, sur l'image par image. Donc là, je serais tenté de nous expliquer un petit peu plus précisément ce que nous voyons à l'écran, Niki, et peut-être également de donner la parole simultanément à Mathieu pour, on va dire, des précisions techniques, vraiment sur la fabrication du stop-mo. Yeah, this is a shooting test that we're making with Wiredfly, a studio in Denmark right now. But maybe you can also just explain how it sort of works. Ça, c'est juste un test d'une prise de vue qu'on a fait avec le studio danois, mais Mathieu va compléter. Alors, je suis rassuré parce que c'est du test, parce que quand j'ai vu la photo ce midi et que j'ai vu que les marionnettes étaient posées sur des caisses de bière, j'ai dit non, c'est pas très professionnel. Puisque nous, notre but, c'est que rien ne bouge, parce que vous imaginez que les marionnettes, sur un plan comme ça, il y a peut-être 4-5 heures de travail pour faire 3 secondes. Et qu'évidemment, le but du jeu pour l'animateur, c'est de ne faire bouger que la marionnette et pas les décors, pas les lumières, surtout parce que quand on mettra lecture à la fin, on verra le petit POC, le petit bouger. Donc on se concentre. Généralement, tout est sécurisé et rien ne bouge. Comme vous voyez, tout à l'heure, je parlais vraiment comme les films en live action, enfin en prise de vue réelle, pardon, mais à l'échelle plus petite. Vous avez l'appareil photo qui est notre caméra. Les marionnettes, dans notre spécialité, l'appareil photo est commandé par l'ordinateur qui est derrière.
Donc en fait, à part le chef opérateur, les opérateurs, personne ne touche à l'appareil photo. Une fois que le cadre est fait, tout se passe sur l'ordinateur. L'animateur a un petit pad qu'on peut voir là en dessous et il s'amuse à prendre ses images, à fliquer, donc à revenir 2 images, 3 images en arrière pour voir son mouvement. On peut même faire des petites incrustations si on a besoin pour voir. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez complet. Puis après, vous voyez, les marionnettes sont posées sur des petites cales, par exemple. Ça, c'est vraiment pour tricher. Je vous rappelle que le cinéma, ce n'est que du faux et qu'on triche les perspectives. Donc, j'imagine que pour que le cadre soit bien, on a surélevé les personnages qui sont devant la boutique pour que la perspective soit jolie. Donc, comme disait Niki tout à l'heure, on joue sur des tableaux et elle passe du temps pour que tout soit parfait, tous les détails. J'imagine que ça fait partie de ça. Yeah, I think that's kind of important to remember, even for myself. Like that's when we do the set build and everything. It's super important to be in constant, like, in contact with the camera, like the actual, like the camera, the lens, the format of the image, because like whatever you do in reality, whatever you make, you will see it a bit differently in camera. So it's super important to, like, even when you start like working in very early way, it's still important to just know, does this even show in the image? Or, oh, does this show in the image? I had no idea. It's like, it's very important to, like, stay in touch with the camera all the time. Oui, je pense que c'est important de rappeler, et même c'est un rappel important que je me fais souvent à moi-même, que quand on travaille avec le décor comme ça, il faut constamment être en lien avec la caméra, avec l'objectif, avec le format, le cadrage, etc. Parce que tout ce qu'on fait dans la réalité apparaîtra différemment, évidemment, à la caméra. Donc il faut sans cesse vérifier ce que ça donne. Maybe we should actually watch the clip, do you think? Like Peut-être qu'on peut voir le clip. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Great minds. Yes. Grands esprits. On explique ce que c'est. Oui, alors, Niki, si vous voulez expliquer ce qu'est ce clip, justement, Smoothie Clip. The clip. What is it for a clip? Yeah, it's it's mainly it's a what do you say, a sort of trailer or a very, very short version of the animatic. The animatic as in a sketch film with mainly just sketches that's placeholders for the scenes. But we do have some music, even though nothing is really finished. We have some AI voices that are not the real voices, but still it might get you a sense of the tone and the pace. Alors c'est un genre de bande-annonce, ou en tout cas une très courte version de l'animatique. L'animatique, il faut savoir que c'est un court film qui donne une idée générale de ce que va donner le film d'animation. Donc c'est des esquisses, des scènes. Ici on a aussi de la musique. Rien n'est terminé. Les voix sont des voix faites par l'intelligence artificielle. Voilà, c'est juste pour donner une idée du ton et du rythme. D'accord, donc l'animatique, brève, on est d'accord. On a pris l'animatique. En fait, l'animatique fait la durée du film, donc dure 15 minutes. Donc c'était un peu long, donc on a pris des petits bouts de l'animatique et on l'a condensé en 2 minutes pour que vous puissiez voir un peu les personnages, les décors, le ton, l'ambiance. Mais voilà, c'est pas le film complet. C'est des bouts de scène du film. Regardons cela. Another one? Just relax, will you? Yeah. Like that night at the Andersons. I was so embarrassed. It was... Are you seriously bringing that up again? I had 1 martini. It was the clams. I've told you over and over. It sure seemed like you had more. I told you, the problem was the clams. I ate the clams and I was fine. The Wi-Fi is still not working. Unbelievable. You never get what you pay for, and nothing in this world ever works. I choose you. Evan. God damn it. You guys take care, eh? Have fun. This is TXA Airlines 456 descending through.
I can't reach the tower. I think we have a problem. So I didn't get a rose tonight. It's just too bad it had to come to an end, and I just wasn't the guy for her. And fair enough, she obviously... Flight SA999 Flight UA666 has been delayed. You've been flying a lot lately. Yes? Business or pleasure? Business? No, pleasure. How do you cope with the fear or anxiety of death? Pardon? Alert, you are winning! Sir, can I have you open this bag? Which bag? This bag. Which bag? Oh, the Wi-Fi is working again. Voilà, bien redire le caractère très embryonnaire, le caractère vraiment encore élément de travail en cours que nous venons de voir. Une toute petite question, en fait, cette animatique est celle d'un film qui, je crois, initialement devait s'intituler Airport, puis finalement The Rose. Voilà, moi, on en a déjà parlé comme ça en off, mais j'aimerais bien savoir le chemin du titre. The title. Yes. Well, the airport, to me, that was only like a working title. Really, I think it's a little bit like just. I think it's definitely about it's enacted in an airport, but I just felt that it would be a bit too just boring to have that name. The rose is kind of referring to what this Bachelor runner-up contestant did not get in the end. And that's a little bit of a thread through the film. And things are happening towards the end as well when he sort of meets his salvation, kind of. Yeah, I prefer to have it a little, I don't know, in the dark still. Alors oui, The Airport, pour moi, c'était vraiment un titre de travail. Bon, c'est le sujet du film, mais ça me paraissait quand même assez ennuyeux comme titre. The Rose, c'est ce que le candidat Bachelor n'a pas gagné dans l'émission. Donc c'est un petit peu la menace qui plane tout au long de ce film. Je crois que je préfère quand même rester flou encore là-dessus. I prefer to to wait a bit with choosing title until I kind of know what the actual sort of what the core is of the film really, or what's something that's a little bit different than just what you see. Ouais, je préfère toujours attendre avant de choisir le titre. Je préfère attendre de connaître exactement l'intimité, le cœur, l'esprit du film, puisque c'est toujours différent. Ce qu'on voit est toujours différent de ce qu'on a pensé. Is it what you said? No. I don't know. what you see is always different than what you have been thinking of. Or okay, no, but I just missed the. No. It's just that you kind of want to have. Like another level of meaning or like another level of the story than just the actual place. En fait, oui, voilà. On peut vouloir un autre niveau de lecture que juste le nom du lieu dans lequel se déroule l'histoire. En fait, j'allais rebondir un peu là sur du coup l'animatique qu'on a vue et quelque chose qui est important. Et enfin, ça nous permet de passer peut-être à la suite aussi d'une part importante, ça va être le son, les voix, la musique, parce que là, donc, vous disiez que c'était des voix témoins en fait qu'on utilise beaucoup justement dans l'animation pour faire l'animatique. Comment vous allez réfléchir le travail sur les voix et la musique sur le film, parce que c'est très important pour donner ce ton entre l'absurde et le mystère, on va dire. Et c'est un équilibre difficile à trouver. Yes, I mean, I have been collaborating with Hans Appelqvist for basically all my films, except for Netflix.
But we are very sort of close in a sort of creative way, and I think it's very. I think we like it. It just works really well in our communication, and I think that his style is working very well with my visual ideas. But when it comes to voices, I think it's a quite good question, because I really don't want any sort of like I don't want that much traditional acting. I'm really not interested in this characters being too human, if you get me. Oui, alors pour la musique, j'ai collaboré pour tous mes films, sauf The House, le projet qui a été réalisé pour Netflix, avec Hans Appelqvist. Je me sens très proche de lui sur le plan créatif. Ça marche bien, voilà. Son style se conjugue plutôt bien avec mes idées visuelles. Quant aux voix, je suis pas intéressée par j'ai pas envie d'avoir un jeu d'acteur traditionnel. Je veux pas que ce soit trop humain. I think, as for almost everything in my films, I feel that the voices should have something that's a little off, like that the voices are a tiny bit strange, which can sometimes be solved by just tweaking the voices a bit in the sound editing. I don't want the voices to be too male or too female. That's kind of an idea I have. And in some, like with this casting, for example, I do feel that some characters need to have some kind of acting skills, because it's a bit of acting. But some characters could be just more like, you know, weird or kind of interesting in other ways. Et comme pour tout dans mon travail, je veux que les voix soient un petit peu en décalage, qu'elles soient un peu bizarres. Bon, c'est un truc qui peut se faire à l'édition en post-production. Alors déjà, je voudrais que les voix ne soient pas forcément assimilables trop facilement à un genre féminin ou masculin. Et quant au casting, alors si certains personnages dans ce film doivent savoir jouer, pour d'autres c'est pas du tout nécessaire, et au contraire ça peut être. Moi j'attends d'autres qualités, d'autres caractéristiques. But so we can talk a little bit about the casting so far. I mean, it's so I have a bit of a range, or like we have a bit of a range in the casting now. We have Noomi Rapace for one part that's already recorded. We have Denis Lavant, like very lovely, famous French actor. We have we're also about to record Kevin Rowland, sorry, just a bit tired. Kevin Rowland, like the singer of Dexys Midnight Runners, which I think will have, like, he's not the traditional actor, but I think he will make a lovely character in this show. Ouais. Donc pour le casting, ce que je peux dévoiler à ce stade, c'est qu'on aura donc Noomi Rapace, Denis Lavant, et on s'apprête aussi à enregistrer Kevin Rowland, qui est le chanteur de Dexys Midnight Runners. Mm. Also, when working on The House for Netflix, I also choose Jarvis Cocker, the singer of Pulp, for my main character, which was really lucky. I mean, he never acted before in his life, but he has such a great sort of like strong but still very fragile, very sort of multifaceted voice. So I think that he did so great as this very sort of neurotic character. Et pour The House, donc le film réalisé pour Netflix, j'ai eu Denis Cocker. Jarvis Cocker. Jarvis Cocker, ouais, moi c'est donc qui chante dans le groupe Pulp. Oui. Donc qui pour la voix de mon personnage principal. Et ce qui est amusant, c'est qu'il n'avait jamais joué de sa vie. Il a une voix qui est à la fois puissante et fragile, ce qui était absolument parfait pour ce personnage complètement neurotique.
Unfortunately, he had a phobia of rats, which was a little bit unfortunate, but it worked out. Malheureusement, il a une phobie des souris, mais bon, ça l'a fait quand même. Quelle directrice d'acteur êtes-vous justement en fait quand vous travaillez sur l'enregistrement de la voix? En fait, comment est-ce que vous aimez être présente et quelles indications vous donnez? Vous nous en avez parlé de ce que vous aimez obtenir comme résultat, mais comment procédez-vous pour parvenir à ce résultat justement? J'ajoute par ailleurs que le début du casting que vous nous avez énoncé est quand même très chic. Hein. On dirait Wes Anderson. Yeah. No, but I am. That's actually like my closest encounter to being like a live action director. Like my closest encounter to real, or no, to director. Like my closest encounter with like real actors, which is very. It's like it's. I think it's a little bit of a challenge because you need to be able to communicate what you want, but in a whole different way than everything else in an animation process. Ouais, je pense que la direction d'acteur, c'est ce qui me rapproche le plus d'être une vraie réalisatrice, enfin, de vrais films, enfin pas de vrais films, de films de prise de vue réelle, parce que il est vraiment nécessaire de communiquer ce dont j'ai envie, mais d'une façon complètement différente de tout le reste par rapport. Oui. But I think that I usually work with my sound editor, like so we can also like discuss a little bit about what kind of voices we'd like to try. It's always good to have like a bit different approaches to the lines, so we can pick and choose later on. It's also very like. It's quite easy since when it's only a voice and not any kind of visual acting, then you can do a lot of just editing in whatever you have, like whatever material you have afterwards. Ouais. J'ai l'habitude de travailler avec mon... On dirait pas ingénieur du son. Ouais, avec mon ingénieur du son, on a différentes approches, différentes visions. Et lorsqu'on travaille avec juste une voix et pas un acteur qui est en train de jouer, on peut faire beaucoup plus de choses en amont, en post-production, beaucoup plus de réédition. Yeah, and also I tend to choose voices just by hearing these like actors or just persons in general, just how they sound as regular people. So usually I just want them to kind of play themselves, which can also be a challenge, of course, but that's kind of how I think about the voices. Et généralement, je choisis mes voix par rapport à la manière dont les acteurs ont l'habitude de parler dans la vie de tous les jours, leur manière naturelle de jouer leur propre rôle, ce qui peut aussi être difficile pour eux, mais c'est à partir de ça que je choisis. Du coup, d'une manière, ça a une influence sur le film, parce que l'idée, c'est de pouvoir enregistrer avant et ensuite d'adapter un peu les personnages aux acteurs, à leur mimique, à leur... Yes, exactly. It's very important to have the recorded voices before you start animating. Otherwise, it's almost impossible. I mean, sometimes you could use like a temporary voice, like a placeholder, but that would also make it much more complicated to improvise once you have the real actor. Oui, c'est un peu ça limite un peu les. Ouais, non, mais c'est très important d'avoir l'enregistrement des voix avant l'animation. Évidemment, on peut toujours avoir recours à un genre de voix temporaire, mais ce sera toujours beaucoup plus difficile après. Enfin, vous avez compris. La parole va vous être bientôt donnée, bien évidemment, mais avant cela, oui, pas d'inquiétude pour l'heure de train, Clara, je pense. Non, vous inquiétez pas. Vous allez être dans les temps. On avait juste pardon Nicolas, le petit extrait avec la musique peut-être. Ah oui, alors moi je me posais la question, est-ce qu'on le passe ce smoothie clip? Le smoothie clip. Le smoothie clip, on le passe?
The dolphin. Non, parce que ça va s'entendre quand même là, vraiment. Ok. Bah, ouais. Ça correspond exactement au test de tournage que l'on voyait tout à l'heure. C'est la même situation, mais plus animée. Oh, Lark, you are winning! You are winning! Please! You are winning! Pas sûr qu'il aura son smoothie. Ça donne tout de suite envie d'en voir beaucoup plus, quoi. Vraiment beaucoup plus. Et cet extrait contribue à accentuer notre enthousiasme et notre attente, notre fébrilité, histoire de vous mettre à tous les trois une pression un peu supplémentaire. Oui, voilà, avant de vous donner la parole, en fait, et histoire d'ouvrir un peu et de conclure la discussion, est-ce que le caractère très ambitieux du film que vous décriviez, Clara, c'est quelque chose qui, comment dire ça, impulse une nouvelle manière de travailler? Est-ce que pour vous, Neki, c'est une manière différente d'aborder la fabrication de l'un de vos films? For me. For you. Yes. Sorry. I think, I mean, this is by far my most ambitious film that we're doing in, like, not with the sort of 100 people of Netflix production. So that's a whole different thing. But it's very ambitious, and but I also think for this project we've been able to connect with so many great, like the Personne ne Parfait, this studio, and Wiredfly in Denmark, and you guys, Le Valseur, and I mean it's like it's a huge challenge, but like I also got a chance to actually like work with really good people to make this happen. Like in my earlier films, I've been very sort of lonely with these challenges. So it's so nice to actually have like an army of like professionals, like geniuses. Not an army, but a few. You know, like still like a lot of really, really, really good professionals to help out. It feels very like it's really a blessing, I would say. Oui, mais c'est vrai que ce film est de loin le plus ambitieux de mes projets. Bon, c'est pas un projet qui va se faire avec une équipe d'une centaine de personnes comme c'était le cas pour Netflix, mais enfin, ce qui est génial, c'est qu'on a réussi à mettre ensemble et à faire collaborer beaucoup d'acteurs différents, donc les valseurs, Personne n'est parfait dont on parlait précédemment. C'est un grand défi, évidemment, mais c'est aussi une chance inouïe que de pouvoir travailler avec des personnes aussi talentueuses, aussi compétentes. Tandis qu'avant, j'étais seule face à mes projets. Là, j'ai avec moi une armée de professionnels et de génies. Ok, peut-être pas une armée, mais en tout cas quelques personnes. Et c'est une bénédiction. Est-ce que peut-être, d'un point de vue de production aussi, rebondir sur... est-ce qu'il y a des enjeux, des défis particuliers là sur ce projet? On en a un peu parlé déjà sur le fait que ce soit une coproduction, mais est-ce que par rapport à d'autres projets sur lesquels vous avez travaillé, il y a des choses nouvelles, des nouvelles façons d'envisager le projet, ou justement vous êtes allé chercher aussi des partenaires qui peut-être avaient les armes pour porter un projet comme celui-ci? Je dirais que l'enjeu de production, c'était qu'on ne pouvait pas lancer la production, d'avoir tout le budget, donc c'était peut-être un développement assez long. Après, pour la fabrication, je m'inquiète vraiment pas parce qu'on s'est bien entouré au niveau des studios, et surtout Neki est quelqu'un qui maîtrise
extrêmement bien sa technique déjà, qui est très bien entourée et qui a fait, comme elle le disait déjà, tous ses films quasiment toute seule. Donc avoir Nikki plus les compétences des studios avec qui on va faire le film en France, au Danemark. Enfin, moi, je suis pas trop inquiète là-dessus. L'enjeu, c'était d'être capable de trouver les financements pour faire le film. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, normalement, tout devrait rouler maintenant. It's always, I mean, it's really of course, like when we started to working together, and also like finding studios, finding new people, finding, you know, our model builder in another city, because we had, you know, we have money in different regions, also in Sweden. I mean, you do need to, like, also, you need to get to know completely new persons and new teams, and also like communicate with them. But I feel that it's also very, it's so great to be able to do that, and you get so happily surprised by, like, in this case, just everyone is just so good at what they're doing, and it's it was a bit nervous to work, like in the beginning, but now I just feel so, I feel so relaxed. Not so, a bit relaxed. Oui, vraiment. Quand on a commencé à travailler, bon, il a fallu chercher donc des studios, chercher des maquettistes dans d'autres villes, du fait de voilà le caractère international de la production. Et on a donc pu rencontrer, on a appris à travailler, on a appris à communiquer avec de nouvelles personnes, et c'est génial d'y arriver. C'est une excellente surprise de voir que chacun est tellement bon, chacun et chacune est tellement bon dans ce qu'il ou elle fait. Donc oui, je suis plus trop inquiète. Bon, je suis encore un petit peu, mais je suis vraiment beaucoup plus détendue. Bon, bah, moi, j'ai tout le stress. Oh, good. Non, bah, notre défi, nous, ça va être de réaliser ce que Nikki imagine et ce que les valseurs aussi imaginent. Donc voilà, il va falloir mettre en mouvement, en lumière, en détail tout ce qui a été fait. Mais voilà, sans elle, parce qu'elle ne va pas être là tout le temps. Of course, yeah. Et du coup, en termes de calendrier, parce qu'on n'est pas rentré tout à l'heure, Nicolas a commencé à poser la question. Vous commencez le tournage ici à Rennes fin mars? Alors nous, notre partie, c'est fin mars jusqu'à mi-avril. C'est assez ok. court. Et ensuite c'est difficile à dire combien de temps ça va prendre et quand le film sera prêt. Mais nous, on aimerait bien qu'il soit prêt pour... J'essaie de calculer, parce qu'il y a tout le temps de fabrication, ensuite il y a toute la post-prod. Je pense que dans 1 an, ça me paraît faisable. Yeah. No problems. Rendez-vous à la quinzaine des cinéastes 2026 pour le découvrir, n'est-ce pas? La parole est à vous. Si vous le désirez, si vous avez des questions, des remarques, etc. Voilà, je crois qu'il y a 1 ou même plusieurs micros qui sont à votre disposition. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Une question depuis là-haut. Oui, bonjour. J'ai une question de production. Parce que là, donc, si on a bien compris, le film va rentrer en production et la fabrication se lance. On voit là qu'il y a un travail déjà colossal qui a été fourni. Et donc, je me demandais s'il y avait eu des financements en développement sur le projet. Oui, donc il y avait des financements en développement en Suède et nous on a eu un financement en développement de la région Grand Est. Mais à ce stade-là de fabrication, le financement entre prod et développement, enfin toute la fabrication fait aussi partie du financement de production. On ne peut pas compter que sur le financement de dev pour tout fabriquer. Donc le développement va nous servir à faire un petit test, à faire une partie de la fabrication, mais c'est aussi couvert par la prod en stop. Bonjour, c'est une question purement technique. Vous avez dit que vous fabriquez les marionnettes.
toute seule ou en équipe? Et ensuite, est-ce que, parce que là, dans les images qu'on a vues, c'est principalement du fil d'aluminium ou du fil de cuivre. Et est-ce qu'il y a aussi des rotules, balls and sockets? Yeah, like ball and socket, I guess. Yeah. No. Well, I mean, yes, I make the puppets, and well, I mean, like, if I were to make a film with puppets that were like constantly in all scenes, like for a longer time, then I would probably use ball and socket armature because that's more reliable. But since like we have, tons of character, but just like for maybe a minute each of the film, it's very like, yeah, you meet a lot of characters. Then I think that aluminum wire, this kind of skeletons, a simpler version, is preferable. I mean, I know how to make them, and it's quite cheap, and it doesn't usually break. Not that fast, anyway. Oui, non, non, pas de rotule. Et alors oui, je fais les marionnettes moi-même. You didn't say if you were all alone to do it, to make it the puppets, or if you have a team. No, I have. Well, I had like a few weeks of sort of very like basic assistant, but like. Apart from that, I make them myself. Yeah. Oui, donc une assistance assez simple, mais sinon je l'ai fait vraiment moi-même toute seule. Oui, par rapport à la question des rotules, je dirais que dans un film où les marionnettes seraient présentes du début à la fin, je serais obligée évidemment de les doter de rotules pour la solidité, mais dans ce film-là, en l'occurrence, où on a tellement de personnages qui apparaissent finalement peu de temps à l'écran, j'ai décidé qu'on s'en passerait. On va se satisfaire d'un squelette simple. C'est préférable parce que ça coûte moins cher et normalement ça devrait pas casser trop vite. Il y a une autre question au centre. Oui, pour Nikki Lindort. Si j'ai bien compris, vous animez la plupart des films que vous avez faits. Enfin, vous êtes en général animatrice dessus. Et là, si j'ai bien compris également, on va y avoir plusieurs studios où le tournage va se passer. Est-ce que vous allez pouvoir animer quand même? Other animators. Many studios, or are you going to be able to animate? No, I animated Tord and Tord myself and sort of half of Bathhouse, but then after that I kind of grew too tired of it. I mean, it's since I kind of make, or like I'm very much in charge of everything else around like the writing, the documenting, the directing, of course, everything. I felt at some point that it's too like it demands an energy that I don't have at that stage in the process, to animate. It's really like acting, and of course, but in a very slow way. And it's lovely to have like real animators that can actually do it a lot better than me. Ouais, alors non. Enfin, pour Tord and Tord et The Bathhouse, j'ai animé moi-même, oui, c'est vrai, mais après j'en ai eu assez. Donc comme je suis en charge de tellement d'autres choses par ailleurs, je me suis dit que ça me demanderait une énergie que je n'ai pas. L'animation, c'est comparable à un jeu d'acteur à plus petite échelle. Donc je suis très contente d'avoir une équipe de jeunes animateurs qui vont pouvoir le faire à ma place. Oui, au troisième rang. Merci. Et oui, à Nikki et à tous, j'aimerais savoir comment vous pensez récupérer l'investissement dans ce film, dans ce type de film en général, et si vous prévoyez jamais de réaliser des bénéfices et de quelle manière un film comme ça peut se vendre et avoir des droits après sa production. Je suis curieux. Donc, le marché, l'économie du court-métrage reste quand même assez limitée. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les films tournent en festival, mais il n'y a pas vraiment, très rarement, de la billetterie. Donc, c'est difficile de faire des recettes sur les films. En revanche, on peut compter sur
des ventes à des chaînes étrangères. Quand les films tournent en festival, on touche une petite commission. Mais voilà, ça reste quand même très limité. Et voilà, on ne vit pas de ça. No, I mean, I think that is like the problem with the short format. I mean, it's and that's why also we need to be a bit strategic about when to premiere it and to get some attention, like hopefully at a good festival, and that rely on that it will have a good festival run to get some attention. But then of course it's also about like possible like TV channels screening it. My earlier films was on Criterion Channel for quite a while, and that was very good. I think that reached out to many people. And also, of course, like at the end of the day, they will probably be like available online somehow. But of course, it's not something that you get rich from. Definitely, it's something that you need to be able to finance in other ways. You cannot make like you cannot make money out of people buying tickets, you know. Et paradoxalement, tout ce travail de diffusion, il est énorme. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, on aura un distributeur international qui va gérer ça, parce qu'en fait, inscrire le film en festival, essayer de le vendre à l'étranger, ça demande quand même beaucoup de travail que, une fois le film fini, ni Nikki, ni les producteurs n'ont le temps de gérer. Mais est-ce que vraiment il y a besoin de la traduction ? D'accord. Donc, ce que Nikki disait, c'est que oui, c'est le problème des courts-métrages, et que d'où la nécessité d'être vraiment stratégique pour le choix des lieux où le promouvoir, le choix des festivals où il va être montré. Donc, on peut espérer qu'il sera diffusé sur des chaînes de télévision. Mon précédent film avait été diffusé sur la chaîne Criterion. Mais voilà, c'est pas comme ça qu'on va devenir riche. C'est certainement pas sur la vente de billetterie non plus. Peut-être une ou deux dernières questions pour conclure. Oui, on vous écoute. Moi, je serais très curieuse de savoir comment vous imaginez la coordination entre les différentes équipes au point de vue artistique. Puisqu'il y aura des équipes d'animateurs qui seront de différents studios, de différents pays, que ce soit sur des aspects techniques, peut-être de post-production, aussi bien que des aspects artistiques sur l'animation, la lumière ou des choses comme ça. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris s'il y a du tournage qui se fait en parallèle, s'il y a plusieurs lieux en même temps, ou si c'est progressif, ce qui peut aussi permettre d'adapter le process au fur et à mesure. Coordinate between all the different studios. Yeah, because she doesn't know if it's going to be like simultaneous recording. But it will never be. We will never have simultaneous shooting. I think we will. In between France and I think there will be. Yeah, but it's also. I think. I mean, the most important thing is that you sort of get to know the team of both studios, so that you're very much on the same page about like the style of the animation, the aesthetics, you know, and just like so that everyone kind of understands the core of this film. But once you kind of learn to know each other, I mean, a good thing about animation sometimes is that it's a very, very slow kind of work. So I mean, the direction can be made remotely once you're all on the same page. And then, I mean, I don't need to sort of standing, like, you know, watching over the animator's shoulder all the time. I mean, sorry, go ahead. No, you can yeah. So I think, well, I mean, it's basically a matter of to sort of having everyone on board on the same sort of, like, what's the ambition, what's the style, and then, I mean, I don't see a problem in like directing remotely both maybe France and Denmark with two separate scenes, because you can sort of just catch up like
a few times a day because it's only like a matter of a few seconds, that's being animated. Ouais, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'apprendre à connaître les équipes, d'être raccord sur le style, sur l'esthétique. Une fois que c'est fait, l'avantage de l'animation, c'est que c'est très lent. Donc la direction, à mon sens, peut vraiment se faire à distance. J'ai pas besoin d'être derrière les épaules de tous les animateurs. Donc pour moi, par exemple, ce serait pas un problème de diriger en même temps 2 équipes, une qui serait en France et une qui serait au Danemark. Aussi parce qu'en fait, il s'agit de quelques secondes par jour de travail. Donc c'est tout à fait faisable, même à distance. When I worked with the House production, that was shot in Manchester, and I was there for like 3 months to sort of get to know the team and the DOP and the animators. But then for like the last 2 or 3 months, I was in Stockholm, like directing remotely. And I think it's definitely more boring to not be around, but it works pretty good. I think I did not feel stressed about that, because once you know each other, you kind of know what you're doing. Oui, pour The House par exemple, donc il y avait le tournage avait lieu à Manchester et j'ai passé les 3 premiers mois sur place pour rencontrer les équipes, les animateurs, etc. Et les 2 derniers mois, ça s'est fait donc à distance. Enfin, le tournage a continué et j'étais à distance moi depuis Stockholm. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus chiant, mais après c'est pas particulièrement problématique ni stressant. Je pense que nous allons conclure en vous remerciant beaucoup, tous les 3, Niki, Clara, Mathieu, tous les 3, tous les 4 oui. Plus exactement. Merci Sophie. Et big up pour Sophie. Oui. Et en vous remerciant pour votre présence. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci Jeanne.